les droits culturels au service de la société en transition, avec un point d'interrogation. Avec cette conférence, l'ASTRAC poursuit ce qui commence à ressembler à un cycle de moments de réflexion et d'échange qui partagent ok, je recommence dès le début. Alors bienvenue, ça vous avez compris, je ne vais pas le redire. Intitulé de la conférence débat, les droits culturels au service de la société en transition, avec un point d'interrogation. Et donc avec cette conférence, on poursuit ce qui commence à ressembler à un cycle de moments de réflexion et d'échange qui ne partagent peut-être pas une seule thématique centrale, mais bien un esprit commun. Ceux qui étaient là se rappelleront donc la conférence de ce novembre dernier à Perouet sur les centres culturels et les mouvements citoyens. Bon, je ne vais pas vous rappeler les thématiques de nos dernières journées professionnelles, mais je vais juste vous dire qu'elles traduisent une volonté de l'ASTRAC de répondre au désir partagé par beaucoup de travailleurs des centres culturels d'être, en tant que professionnels de la culture, des acteurs de la société, des acteurs d'une transformation de la société. Et c'est dans cet esprit qu'aujourd'hui aussi, nous allons parler de la culture en tant que moyen, moteur, condition de la construction d'un futur désirable, d'un monde autrement meilleur pour nous tous, pour la planète. La question de la transition est au cœur d'un grand nombre de débats aujourd'hui, l'a été les dernières années avec des portes d'entrée différentes. Donc, par transition, je ne dois pas vous le rappeler, sans doute, nous entendons ce mouvement ou cette évolution de la société portée par des citoyens, généralement dans un contexte local, qui décident de relever eux-mêmes les grands défis auxquels ils sont confrontés, en réinventant, souvent dans la joie et avec beaucoup de créativité, l'économie, la gouvernance, le travail et bien d'autres aspects de leur quotidien. Une évolution qui permettrait d'envisager sans révolution et sans violence une grande rupture. Qu'en est-il de cette transition? Quelle est sa réelle portée? Quel est son potentiel? Quelles sont ses limites? Quels sont ses risques? Dans quelle mesure pouvons-nous y contribuer? Dans quelle mesure la souhaitons-nous? Est-ce qu'elle existe réellement? Voilà la porte d'entrée Voilà les questions que nous vous proposons pour le débat d'aujourd'hui avec celles que vous amenez. Et la porte d'entrée proposée est celle des droits culturels en tant que référentiel du projet que les différentes équipes de notre secteur partagent, les droits culturels qui sont à la fois les moyens et l'objectif de l'action de notre secteur. Voilà. Les droits culturels sont-ils un moyen essentiel pour permettre un développement durable ou est-ce plutôt l'inverse? Est-ce que la philosophie des droits culturels nous pousse à devenir des acteurs de la transition? Si oui, pourquoi? Comment? Quels peuvent être nos apports spécifiques? Quelles alliances entre le secteur environnemental, le secteur de la culture? Quelles expériences concrètes? Et que pouvons-nous apprendre de tout cela? Bienvenue donc à cette conférence débat. Elle sera animée par Lucien Barrel, directeur des Chirou, qui, et là je caricature, ne réfléchit pas pour la première fois à la question des droits culturels ou à la question de la transition, et qui en outre, et là je caricature vraiment pas du tout, qui est en outre un animateur excellent, donc je suis très contente de pouvoir travailler avec lui. Merci beaucoup Lucien d'avoir accepté ce rôle. Et je te passe la parole. Lisbeth vient de le dire, et plus particulièrement l'exercice concret des droits culturels par les populations sur des territoires constitue la pierre angulaire de ce nouveau décret. Cela veut dire très certainement que ça remet en cause aussi le modèle, peu qu'il y en ait eu un, mais je pense que oui, de la participation de ces populations à la définition des politiques culturelles et plus largement la participation des populations à la question du développement de manière générale. À travers cette question des droits culturels émergent très souvent des questions de société.
parce que c'est ce qui touche probablement aujourd'hui les populations sur leur territoire. C'est les injustices vécues, c'est les choses à modifier, les changements espérés, etc., etc. Et donc, nous sommes amenés à articuler ces questions de société qui font généralement référence aux droits fondamentaux, à ce que sont les droits culturels. Vous êtes aujourd'hui le laboratoire de cet enjeu, laboratoire concret, vivant, et donc qui est amené à évoluer et à s'adapter aux situations. La question de la transition est probablement une de ces questions de société qui émergent du travail que nous réalisons. La question de l'environnement, probablement aussi. La transition, c'est un mouvement au départ, un mouvement citoyen, local, qui part des expériences concrètes portées par des gens. Quelque part, le film Demain illustre très bien cette dynamique-là, mais qui a aussi une vocation au global. Et donc, on est là face à une des thématiques qui peut émerger au départ du travail qui est le nôtre, mais il y en a, Lisbeth l'a laissé entendre, beaucoup d'autres. Donc nous comptons sur vous aujourd'hui parce que vous êtes ce laboratoire-là et que donc vous allez pouvoir nous renvoyer, nous témoigner d'expériences, de difficultés, de réussites, d'échecs qui sont au rendez-vous dans ce type d'aventure. Autour de la table, plus précisément, trois invités que je vais vous présenter, Christelle Blouet, Christophe Schoun et Luc Carton. Trois invités qui vont nous permettre dans un premier temps d'ouvrir un peu les contenus, de voir un peu de quoi il s'agit, de mettre un peu en place le décor de ce qui sera notre débat par la suite. Voilà, alors je commence par Christelle Blouet. Christelle Blouet est de formation graphiste. Ça la fait rire. Je me dis que moi j'étais bien designer et que ce n'était pas un problème en soi. Elle a été la coordinatrice de Réseau Culture 21. Elle est non seulement coordinatrice, mais aussi la fondatrice, puisque c'est la manière qu'elle a mis en place de formaliser l'agenda Culture 21, qui est la volonté de toute une série de pays, c'est une initiative à un niveau mondial, de mettre la culture au centre d'un nouveau modèle de développement. La culture un peu comme quatrième pilier du développement. C'est une initiative aussi qui prend les droits culturels vraiment à bras-le-corps et qui veut interroger cette question des droits culturels, la nourrir, la faire vivre. Plus particulièrement, Christelle a investi dans une initiative alors à l'échelle française, plus directement, qui s'appelle, pour ne pas me tromper, PAEDEA, éducation, si je ne me trompe, voilà. PAEDEA, et qui cible alors encore de plus près cette question des droits culturels et essaye de lui donner vie et corps sur les territoires en France. Elle aura l'occasion de développer ce sujet avec nous. Christophe Schoun, qui est le secrétaire général de la Fédération Inter-Environnement Wallonie, qui est, lui, agrégé en pédagogie et licencié en communication, et donc il a été pendant des années journaliste au quotidien le soir sur les questions environnementales en particulier. Il est aussi le fondateur de la fondation Biplanète, si je me trompe. Et puis il a changé de cap pour, j'allais dire, nous rejoindre plus précisément sur le terrain de l'éducation permanente et du champ socioculturel, en prenant les rênes d'Inter-Environnement Wallonie. Il a dirigé dernièrement un ouvrage qui s'appelle
d'un monde à l'autre la société civile, moteur de la transition écologique. Et donc, nous aurons l'occasion avec lui d'aborder la question environnementale de manière plus précise, mais de voir aussi en quoi la société civile, et là, on va probablement se rejoindre, est un levier extrêmement important, voire incontournable, pour cette transition. Luc Carton, enfin, on ne le présente plus, vous me direz Luc Carton, qui fait partie de notre secteur à part entière, des immeubles, voilà. Luc Carton étudie la philosophie à l'UCL et il a l'âme d'un chercheur, et donc ce n'est pas par hasard s'il a été très rapidement directeur de recherche à la Fondation Travail Université, notamment sur l'évaluation des politiques publiques. Et là, on voit déjà naître cet intérêt pour l'évaluation, l'auto-évaluation, ça vous parle, des politiques publiques en particulier. En fin des années 90, sous le gouvernement Jospin, il va être chargé d'une mission en France sur la prospective et l'avenir de l'éducation populaire. On dit populaire, pas permanente, ce n'est pas hasard, je pense. Issu du MOC, encore une référence en matière d'éducation populaire. Luc était aussi le conseiller politique dans l'équipe de direction du Parti écolo. Depuis, il est à la direction de la culture. Et là, comme inspecteur, il a en charge l'évaluation des politiques publiques en matière culturelle. Il a été un des artisans, certains diront l'artisan philosophe du décret, parce qu'il nous a souvent aidé à mettre de l'ordre dans ce qui constituait les grands tournants de ce décret. Oui, mais loin en dessous. Et donc, c'est au titre aussi d'observateur direct, parce que son travail d'inspecteur le mène sur vos terrains, sur nos terrains, qu'il est ici aujourd'hui, qu'il va pouvoir témoigner d'une part de cet enjeu du décret, de la manière dont il s'est posé, mais aussi la manière dont il se concrétise aujourd'hui et jour le jour. Voilà. On va faire un tour de piste, un premier tour de piste, et puis, quand on aura dressé le décor, comme je l'ai dit, on entamera l'échange avec vous. Alors, Christelle Blouet, peut-être nous retracer cette histoire de l'agenda Culture 21, du trajet que vous-même vous avez fait à ce niveau-là, pour qu'on comprenne un peu quels étaient les enjeux, les espoirs annoncés, et puis la manière dont ça s'est passé, peut-être où on en est aujourd'hui en France sur cette question des droits culturels. Bonjour, je vais redire l'appel de Lisbeth. Si on veut discuter vraiment ensemble, ce serait très agréable que vous soyez plus devant, mais bon. Si vous êtes bien là où vous êtes, vous avez une vue... Mais bon, vous êtes loin quand même. Donc bonjour à tous. Je vais raconter cette petite histoire. Alors comme elle est quand même fournie, je vais essayer d'être synthétique. Ça paraît effectivement de l'agenda 21 de la culture, mais depuis un moment, ça s'en distancie quand même un petit peu. L'agenda 21 de la culture, c'est un texte qui a été adopté à Barcelone par une organisation mondiale qui s'appelle Cité Gouvernements Locaux Unis. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation, je ne sais pas si des villes belges en sont adhérentes, je ne crois pas. Qui en tout cas rassemble, on va dire, la représentation des villes et plus globalement des collectivités locales, on appelle ça comme ça chez nous, je ne sais pas comment. L'Union des villes et des communes. Voilà, ouais. Donc en tout cas, c'est la représentation des villes aux Nations Unies.
C'est une organisation qui est peu connue, je crois, mais en tout cas qui avait entamé un travail dès 2002, au départ à Porto Alegre, au Forum social mondial de Porto Alegre, sur l'écriture donc d'une charte, une sorte de charte des villes, disant que la culture devait être une dimension centrale du développement durable, que le développement durable était parti sans cette notion, consacrée à la question environnementale, économique et sociale, sans nommer la question culturelle alors qu'elle était essentielle, mais essentielle entendue de son point de vue anthropologique et pas seulement d'un point de vue sectoriel. Donc l'agenda 21 de la culture s'écrit entre 2002 à Porto Alegre, 2003 en Seine-Saint-Denis en France et 2004 en Catalogne, donc à Barcelone, et est adopté comme un texte de référence, on va dire, des collectivités qui disent adopter la culture comme une dimension centrale de leur politique, essayant ainsi de faire tomber les frontières, les cloisonnements sectoriels en fait. Et dans ce texte sont nommés les droits culturels comme une condition pour faire vivre la diversité, qui dans ce texte est comparée à la biodiversité comme étant un fondement essentiel de nos vies. Et donc Réseau Culture 21 s'est créé comme une association voulant animer les collectivités françaises, parce que ça s'est créé en France, qui disaient s'engager dans ce mouvement-là. Elle le faisait à plein de titres différents, certaines de manière déclaratoire très officielle, d'autres de manière plus confidentielle. En tout cas, c'est un texte qui a en France beaucoup influencé la manière de penser les politiques publiques et l'évolution des politiques culturelles qui sont toujours d'ailleurs 15 ans plus tard, mais qui étaient assez critiquées comme s'étant enfermées donc, dans ce concept qu'on nomme en France la démocratisation culturelle et qui limite un petit peu la manière de penser la politique culturelle à une politique d'accès aux œuvres et qui, voilà, au-delà d'avoir peut-être créé de très belles choses, a aussi créé un enfermement considérable et peut-être même une ségrégation importante. Donc l'agenda 21 de la culture invitait à d'autres voies de développement, beaucoup plus ouvertes sur les autres politiques publiques aussi. Et quand on s'est mis à travailler dessus avec Réseau Culture 21, donc c'est une association que j'ai créée moi, qui au début donc était vraiment un automissionnement complet, mais qui très vite a rencontré un besoin des acteurs de la politique publique. Alors on n'est pas tant là sur une démarche, alors ma démarche est citoyenne, mais mon adresse elle était plus institutionnelle, puisque l'idée était de travailler les réseaux des villes et des départements, des régions, enfin des collectivités qui sont organisées comme ça chez nous, pour que l'écriture de leur politique et la mise en œuvre de leur politique soient impactées de cette réflexion. Et donc de travailler à un réseau d'échange de pratiques de ce point de vue, parce que certaines choses se faisaient quand même si c'était pas majoritaire, il y avait pas mal de choses qui se faisaient. Donc moi j'ai créé cette association pour formaliser le fait de trouver un endroit de partage, un endroit où on pouvait témoigner de ça, mettre en commun, partager, progresser, se former. Petit à petit, ça a fait boule de neige. Mais très vite, on a identifié que si on ne travaillait pas mieux les droits culturels, on allait avoir du mal à mettre en œuvre des agendas 21 de la culture vraiment développés, autres que déclamatoires ou déclaratoires, parce que les collectivités pouvaient assez rapidement se dire que ces principes leur allaient bien, mais qu'est-ce qu'elles en faisaient vraiment? Ça, c'était une autre affaire, c'est une autre affaire. Et je pense a posteriori qu'elles n'en ont pas fait grand-chose, malheureusement. En revanche, quand on venait nommer de manière beaucoup plus précise les droits culturels, en tout cas, nous, on a réussi, dans le cadre de cette démarche Paideia, à mettre au travail les collectivités d'une manière plus opératoire. On l'a fait donc en collaboration avec Fribourg, donc avec à l'époque l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme de l'Université de Fribourg, que coordonnait Patrice Meyer-Bisch, philosophe et co-auteur, coordinateur en tout cas de la déclaration de Fribourg, que vous devez avoir tous sur vos tables de nuit, peut-être. Donc en tout cas, sous l'oreiller. Nous, on a eu besoin de retourner. Alors on faisait intervenir Patrice Meyer-Bisch régulièrement en conférence, dans des temps de rencontres, dans les formations qu'on animait, mais on était assez insatisfaits de ces temps fugaces. Et les acteurs qui
qui accueillait cette pensée, cette réflexion, étaient très frustrés en disant ouais, magnifique, fantastique, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on arrive à traduire ça? C'est tellement en décalage par rapport à nos contextes institutionnels. Comment on va pouvoir le traduire? C'est vraiment extrêmement complexe. Et donc, en plus, on le faisait intervenir pas que dans les milieux culturels, mais aussi dans les milieux sociaux, médico-sociaux, milieux de l'éducation, de la jeunesse, donc à des endroits où la politique culturelle était un peu à distance, on va dire, et où la notion culturelle n'était pas approchée de cette manière. Et il y avait donc un effet quand même révélateur de ces interventions, mais pas suffisamment outillante pour travailler. Même si elle résonnait beaucoup avec l'éthique de ces professions-là. Et donc on a mis en place, dans cette idée-là, de mieux outiller le travail, une démarche de formation-action, recherche-action, qui s'est appelée PAIDE. Et donc si j'entends bien, ce n'est pas autre chose que de dire on veut dépasser la démocratisation de la culture, hein, ce concept de Malraux à l'époque, dont vous venez de nous parler, mais dépasser cet axe-là pour aller vers la démocratie culturelle. C'est comme ça que je le traduis dans nos modèles à nous, hein, notre boussole, la fameuse boussole, etc. Mais non seulement vous proposez de faire ce chemin, qui n'est pas rien, mais de le faire avec les collectivités locales. Alors, ce qu'on a entendu tout à l'heure sur les collectivités locales montre bien combien ce n'est pas chose aisée, et donc votre expérience, c'est que ça n'a pas vraiment fait mouche. Il y a eu des déclarations, mais... Ce qui n'a pas fait mouche, c'est l'agenda 21 de la culture. Oui, je parle de l'agenda. Et alors, vous menez, à partir de là, un travail beaucoup plus proche, je veux dire, avec ces mêmes collectivités, pour vraiment faire ce trajet-là avec elles. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Concrètement, c'est un travail de formation-action. Donc on a essayé de développer ensemble avec Fribourg une méthode qui permettait de se saisir vraiment des droits culturels avec une appropriation au cœur de chacun des métiers de tous ces gens qui travaillent dans l'action publique, dans des fonctions et dans des secteurs très très différents, puisque on a essentiellement travaillé avec le social, le médico-social, l'éducation, la jeunesse, la culture, un peu l'environnement aussi, pas beaucoup, l'aménagement du territoire, les ressources humaines, la communication, enfin d'autres fonctions dans ces collectivités. Mais donc l'idée était que ces personnes, autant qu'elles soient, alors en plus elles ont des fonctions très différentes, certaines sont des travailleurs de terrain, d'autres des cadres intermédiaires, certains des dirigeants, d'autres des élus, d'autres des acteurs associatifs qui sont partenaires de ces collectivités, des acteurs institutionnels. Il y a une grande diversité d'acteurs. L'idée étant que toutes ces personnes, enfin en tout cas celles qui en avaient envie, analysent leurs pratiques au regard des droits culturels en nommant ce qu'elles en mettaient en œuvre et ce qu'elles n'en mettaient pas en œuvre. Donc en essayant d'identifier où est-ce que dans leurs pratiques elles prenaient en compte les questions d'identité, les conditions d'expression de l'identité des personnes qui participaient à leur action, leur rattachement communautaire, leur niveau de participation réelle à l'action, comment elles en étaient actrices, comment ces actions étaient porteuses de savoir, reconnaissaient les savoirs qu'elles portaient, comment alors, tous les droits culturels s'interrogeaient dans une des critiques qu'on a pu porter sur le concept des droits culturels, c'est peut-être qu'ils allaient mettre au second plan les droits fondamentaux. Est-ce que c'est ça que vous avez rencontré, ou bien est-ce qu'au contraire, les droits culturels ont permis de mettre en lumière, d'éclairer peut-être à partir d'autres questions ces droits fondamentaux, hein, les droits à l'éducation, les droits à l'alimentation, les droits au logement, etc., etc. Alors nous, on défend vraiment cette deuxième posture qui considère que si on prend vraiment en compte les droits culturels, c'est un levier d'accès aux autres droits. C'est ce que dit beaucoup Patrice Meyerbeach en disant que c'est des droits leviers. C'est des droits leviers parce que, sans doute d'ailleurs, que ces droits fondamentaux sont rarement interrogés dans leur dimension culturelle, alors que c'est dans cette dimension-là que ce sont des droits qui adaptés, en fait. Le droit à la santé est un excellent exemple. L'accès
aux soins n'est pas suffisant pour développer un droit à la santé. Il faut que cet accès aux soins puisse être adapté à une vision de nos vies, de notre rapport au monde. La naissance, par exemple, est une excellente manière de penser ça. Modèle culturel. Voilà, la naissance hyper médicalisée, alors je sais que c'est moins le cas en Belgique qu'en France, qui est proposée aujourd'hui, je pense, s'inscrit vraiment dans une interdiction de penser la dimension culturelle de ce moment de la vie. Quand on vient donc interroger le droit à l'alimentation, le droit au logement, le droit au travail, avec cette dimension culturelle, ce point d'entrée-là, il rend compte d'une adaptation très forte de ses droits à la personne, à ses valeurs, à ses modes de vie, à la manière dont elle veut exister, et les rend sans doute bien davantage possibles.